Donc, sur cette table ronde dont le sujet est l'état actuel de l'industrie française, on commencera par se demander en quoi l'Europe a rendu possible la désindustrialisation de la France. Je vais commencer par François Asselineau, comme on n'est pas forcément sûr de rester, de nous expliquer, de nous faire un petit historique, une explication sur les raisons de la désindustrialisation française. Je crois que, là vous me prenez de court, donc j'avais rien préparé, mais je crois que... Oui, c'est fait exprès. Je pensais parler en dernier. Sans concession. Vous connaissez quelles sont les analyses de l'UPR. La France est un pays qui, traditionnellement, depuis des siècles, il y a une espèce de consanguinité entre l'État et l'industrie. Ça remonte à loin. Je rappelle que lorsque vous allez à Bourges, vous visitez le palais Jacques Coeur, et vous voyez, Jacques Coeur, c'était le financier de Charles VII, qui était son homme de confiance, qui d'ailleurs avait fait des escroqueries, un truc style un peu de Patrick Drahi de l'époque. Pardon. Après, je suis pas invité sur BFM. Ça a continué avec Colbert. Je me rappelle C'était De Gaulle de Perfit. De Gaulle dit un jour à Perfit, en parlant de l'industrie, de toute façon en France, il faut mettre de l'État dans l'industrie, sinon ça merdoit. On a une grande tradition de capitaines d'industrie qui sont proches de l'État. L'école polytechnique est une école d'État qui a ensuite irrigué l'industrie française. Et donc il y a une grande proximité entre l'État et l'industrie traditionnellement en France. Sous l'effet de la pensée ultralibérale, sous l'effet du capitalisme financier, qui sont portés par les traités européens comme la nuée porte l'orage, on a accepté, dans le cadre notamment du traité de Maastricht, le fameux article qui est aujourd'hui l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui postule l'interdiction de toute réglementation au mouvement de capitaux. Toute réglementation au mouvement de capitaux est interdite entre les États membres de l'Union européenne, mais aussi entre les États membres et les États tiers. Ce qui signifie que sous l'empire des traités européens, puisque les traités suivants ont repris cet article, c'est actuellement l'article 63 du TFUE suite au traité de Lisbonne, sous l'empire de cet article, il est interdit d'interdire, comme on disait en 68, il est interdit d'interdire à une entreprise de délocaliser des sommes considérables pour construire une usine au Bangladesh, par exemple, puisque c'est un État tiers. C'est-à-dire que les délocalisations découlent de là. Il y avait eu des débuts de délocalisation dans les années 60-70, mais c'était limité puisqu'il y avait le contrôle des mouvements de capitaux. Donc on ne peut pas dire que ça n'existait pas. Mais c'était pas vraiment d'ailleurs des délocalisations. Lorsque par exemple Peugeot va s'installer en Iran, c'était pour irriguer, fabriquer des voitures Peugeot pour le marché iranien. C'était pas pour fabriquer des voitures Peugeot pour le marché français, puisque ça n'était pas ensuite réimporté en France. De la même façon qu'aujourd'hui, lorsque Peugeot, par exemple, investit en Chine avec son partenaire Dongfeng à Wuhan, c'est d'abord et avant tout pour fabriquer des modèles qui vont être le groupe PSA qui vont être vendus en Chine. En revanche, à partir du traité de Maastricht, c'est la libre circulation des mouvements de capitaux et également la libre circulation des paiements. C'est-à-dire qu'on a intérêt à aller se délocaliser dans un pays à très bas coût de salaire pour ensuite réimporter en France. Ça, c'est le premier élément fondamental. Le deuxième élément fondamental, c'est que ça fonctionne aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des prises de participation, hostiles ou pas hostiles, venues d'un groupe financier ou d'une entreprise étrangère, éventuellement extra-européenne, l'État ne peut plus s'y opposer. Si on n'avait pas l'article 63, l'État aurait pu, sur l'affaire General Electric, dire non. Parce qu'il fallait que General Electric, je ne sais plus combien, ils ont mis 12 ou 13 milliards d'euros pour acheter Alstom. Il suffit de dire non. Bon, 12-35 milliards d'euros. Alors que maintenant, on ne peut plus s'y opposer sous cet empire-là. Donc c'est la première chose, c'est l'état d'esprit général de l'ultralibéralisme, où tout ce qui relève d'une sphère de l'État est considéré comme condamnable. La jurisprudence et les traités européens qui veulent constamment mettre dans le domaine de la libre concurrence, la concurrence libre et non faussée des marchés, donc qui refusent tout ce qui est monopole étatique. Et puis par ailleurs, cette libre circulation des mouvements de capitaux et des paiements. C'est la raison pour laquelle les Français ne se reconnaissent plus dans leur propre industrie, puisque tous nos grands fleurons qui bénéficiaient très souvent de monopoles d'État, eh bien progressivement sont obligés de s'aligner sur le droit commun. C'est ainsi qu'on est on a détruit toute une série, c'est un long martyrologe, le dernier en date étant Alstom, passé en main étrangère avec un scandale dont on va parler, puisque ça a des implications, y compris en termes de défense nationale, y compris bien sûr en termes de perte de savoir-faire, mais c'est aussi vrai pour d'autres sinistres qui arrivent, peut-être Sanofi,
peut-être Areva, peut-être Airbus. Airbus est très mal parti. Peut-être également EDF. On a l'impression que tout ce qui a fait la quintessence de l'industrie française est en train d'être détruit. Voilà mon opinion. Et c'est la raison pour laquelle, tant qu'on restera sous l'empire des traités européens, on aura beau dire, on aura beau faire, la destruction va se poursuivre. Voilà.